À tous ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Merci à tous d'être si nombreux et de nous suivre sur toutes nos sessions de webinaire. J'espère que vous allez tous bien dans ce deuxième épisode de confinement, toujours aussi particulier. On continue de vous accompagner tous les 15 jours avec des sessions de webinaire. On verra si on accélère un petit peu le rythme. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour être informés des dernières actualités. Et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux meilleures façons d'écrire pour le web, parce que si par le passé vous avez été journaliste papier, je pense que vous vous rendez bien compte qu'on n'écrit plus aujourd'hui pour le web comme on pouvait écrire par le passé. Beaucoup de choses ont changé et ça implique bien évidemment d'avoir défini au préalable une stratégie. Cette stratégie, je vous invite à éventuellement consulter le lien que Nathalie vous a mis dans le chat qui concernait le précédent webinaire beaucoup plus dédié à la notion de comment construire une stratégie éditoriale pour le web, une stratégie de content marketing. Et aujourd'hui, on va s'intéresser de manière plus opérationnelle à la manière de mettre en place ces sujets-là. Voilà un petit peu. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par Éléonore. Bonjour. Voilà, qui va nous accompagner. Et Éléonore, tu es consultante chez Adimeo. Voilà. Et pour ma part, je suis Marine Sorocco, directrice associée d'Adimeo, et donc j'accompagne mes clients au quotidien depuis plus d'une quinzaine d'années dans leur transformation digitale au sens large. Et la transformation éditoriale fait partie de ces actions essentielles aujourd'hui. Rapidement, pour vous présenter qui est Adimeo. Adimeo, on est un groupe de transformation digitale et on accompagne nos clients depuis la réflexion stratégique en amont des projets à la réalisation d'un produit, d'un service digital. En gros, on vous votre transformation et pour mener à bien cette transformation, on va vous proposer 4 expertises. Un métier de conseil et de stratégie, où on va vous accompagner dans l'audit, l'analyse de l'existant, on va travailler l'étude de vos cibles, de vos utilisateurs, on va formaliser les besoins. On va également s'appuyer sur un studio de design qui va un peu mettre en musique les expériences utilisateurs digitales avec des ergonomes, des directeurs artistiques. On va beaucoup pratiquer des logiques de recherche utilisateur, de test utilisateur pour valider nos hypothèses préalables par l'expérimentation. On vous accompagne également dans l'implémentation technique des plateformes. On a un plateau de développeurs qui va travailler à mettre en musique les sites internet, les usines à sites, les projets e-commerce, les projets intranet. Et puis, on va suivre tout au long de la vie de vos projets ce qu'on appelle l'animation marketing, comment travailler l'acquisition, la lead génération, le fait d'avoir un site qui est bien référencé, le fait d'avoir une stratégie social media qui est effectivement réaliste et efficace. Voilà un petit peu tous les sujets sur lesquels on vous accompagne au quotidien. Et aujourd'hui, plus particulièrement, on va donc s'intéresser à la question éditoriale à proprement parler. Exactement. Et pour rentrer un peu dans le vif du sujet, donc le contenu, clairement, ça doit être le fil rouge de votre stratégie digitale. Pourquoi? Tout simplement parce que vos cibles, ce qu'elles recherchent, c'est de l'information. Et l'information, elle va la trouver dans vos contenus, en fait. Donc, vous l'aurez compris, le contenu, il est roi. Roi parce qu'il est primordial sur un site web, mais aussi roi dans le sens de retour sur investissement. Et pour ça, il faut assez rapidement se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est que viennent chercher mes internautes? Donc, en fait, qu'est-ce qui les fait venir sur mon site? Qu'est-ce qui va les faire rester? Donc, en fait, qu'est-ce qui va les intéresser? Qu'est-ce qui va les inciter à cliquer? Donc, en fait, à être transformés, à se convertir. Et enfin, quel contenu je peux leur proposer pour qu'ils reviennent sur mon site? Donc, le contenu, je le disais à l'instant, ça fait venir vos internautes. C'est la première étape. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'inbound. Donc, le fait de faire venir un internaute à soi plutôt que d'aller le chercher via des publicités. Et la magie du contenu web, c'est qu'en fait, il va servir tous vos canaux de contact. Donc, à la fois votre site web, évidemment, parce que les moteurs de recherche vont pouvoir référencer les pages de votre site et les faire remonter sur certaines requêtes. Mais ça fait aussi venir les internautes dans vos points de vente physiques. Et là, c'est vrai qu'on a un sondage Ipsos qui nous montrait quand même qu'on a quasiment 50% des internautes qui se renseignent sur Internet avant d'aller en magasin. Donc, ce qui montre vraiment l'importance du contenu sur le web. Le fameux digital to store. Exactement.
Et donc, faire venir les internautes, bah voilà, c'est une première étape, mais si c'est pour qu'ils repartent aussitôt, ça n'a pas grand intérêt. Donc, pour les faire rester, là, c'est plutôt la qualité des contenus qui va jouer. Et quand on parle de qualité des contenus, on englobe voilà, plein de choses. Le sujet, bien évidemment, mais ça peut être aussi le ton éditorial qui va rendre la lecture plus agréable, des éléments visuels pour rythmer la lecture, etc. Et en général, on peut mesurer cette qualité à travers 2 indicateurs que vous trouvez assez facilement dans vos plateformes analytics. C'est le taux de rebond et le nombre de pages vues. Donc, un taux de rebond, typiquement, qui va être élevé, va indiquer qu'en fait, votre contenu, il n'est pas pertinent pour vos cibles. Donc, à l'inverse, une diminution de votre taux de rebond va montrer que vous avez touché dans le mille. Et le nombre de pages vues, on a un peu le même système, c'est-à-dire qu'un contenu qui va être de qualité va inciter l'internaute à lire davantage et donc il va visiter plusieurs pages de votre site avant de repartir. Alors, je mettrais peut-être un petit bémol, typiquement, un taux de rebond très élevé sur une page de contact, ça ne veut pas dire forcément grand-chose, ça veut juste dire que l'internaute a trouvé ce qu'il recherchait. Une augmentation du nombre de pages vues, ça va aussi forcément dépendre de la manière dont vous-même vous avez créé, maillé votre contenu interne sur votre site internet. Donc, il faut et bien évidemment aussi analyser ces données-là pour être capable effectivement de dire si elles sont pertinentes ou pas dans votre contexte. Complètement. Et du coup, ce qui va nous intéresser quand même au final, c'est la transformation. Et du coup, transformer via les contenus, c'est possible. C'est justement l'objectif de l'inbound marketing. Donc, vous avez un schéma là sous les yeux du fonctionnement de l'inbound marketing. L'objectif est de justement pouvoir faire mûrir en fait votre prospect au fur et à mesure de son parcours en le nourrissant avec de l'information. Donc là, le schéma, il a été fait par HubSpot et justement, HubSpot, tous les ans, il réalise une étude qui s'appelle State of Inbound, qui réalise avec le MIT, donc on est vraiment sur une étude très sérieuse. Et eux, justement, tendent à nous dire que les leads générés en inbound, ils coûtent quand même 61% moins cher que via de la publicité. Donc, on a quand même un gros écart en termes de prix, de coût au lead. Et cette même étude nous dit qu'avec l'inbound, on génère 54% de leads supplémentaires par rapport à de la publicité. Donc, en fait, tout ça pour vous dire qu'un contenu qui est bien pensé en amont, il va non seulement apporter de la valeur à vos cibles, mais du coup, il va aussi vous apporter de la valeur. Alors, la question qu'on me pose parfois, c'est quand est-ce que l'on doit se préoccuper de ces contenus? La réponse, elle est toute simple, c'est tout le temps. Tout le temps, c'est hyper important parce que ce dont on se rend compte, et parfois ce dont je me rends compte un peu avec désespoir avec certains de nos clients, c'est on a fait un super projet, on a créé une super charte, on a fait vraiment des choses hyper intéressantes, et puis en fait, c'est dans les 2 dernières semaines du projet que c'est un stagiaire qui se colle à la reprise du contenu. Et ça, c'est un désespoir absolu parce que quand on refait un projet, on refait pas un projet pour reprendre le même contenu et pour l'intégrer de manière hyper rapide et malhabile par un stagiaire. Un contenu, il faut absolument y penser tout le temps, et c'est même ce qui doit être à la fois, j'appelle la base et l'aboutissement de votre stratégie éditoriale. C'est-à-dire que votre stratégie éditoriale, on va le voir un petit peu après, vous allez la définir avec un certain nombre de méthodes de mise en œuvre, et c'est sur cette stratégie éditoriale-là que vous allez effectivement construire ce qu'on appelle des spécifications, les user stories de la refonte de votre dispositif web ou de votre cahier des charges techniques. C'est, j'allais dire, ce qui va faire ce qui va soutenir le fil rouge. Et puis, quand vos équipes de développeurs vont travailler à la production technique du site internet, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à rédiger les contenus. Mais rédiger les contenus, ça veut dire non seulement pas reprendre mot pour mot ce que vous auriez déjà si vous êtes dans le cadre d'une refonte, mais c'est se questionner sur, OK, j'ai une arborescence qui va correspondre à tel gabarit, comment est-ce que je réécris mon contenu pour faire du copywriting, du storytelling, on le verra un petit peu plus tard ce que recouvrent ces terminologies-là, de la manière la plus efficace, la plus engageante pour répondre aux enjeux qu'Éléonore vous disait juste avant, c'est-à-dire attirer, faire rester, transformer, fidéliser. Et c'est là où il est hyper important de bien savoir rédiger. On va y revenir un peu plus tard. Et puis, pendant les phases de test et recettes, c'est là où vous allez pouvoir alimenter le contenu, j'allais dire faire correspondre le fond du contenu avec la forme, les visuels, le maillage interne, tous les éléments multimédia que vous allez pouvoir mettre ensemble. Et bien évidemment, pendant toute la durée de vie de votre projet, il va falloir tester, mesurer, optimiser. Le triptyque
indispensable pour tout projet web qui se respecte. Parce que la formulation que vous allez positionner sur un bouton donné ne va certainement peut-être pas avoir le même effet en termes de taux de transformation. Je cite souvent l'exemple, vous m'en avez peut-être déjà entendu parler, de Amazon, qui est le roi de l'optimisation, qui a fait un changement de wording d'un simple bouton de continuer, ou plutôt l'inverse, de s'identifier en continuer. Tout simplement, on a plus 30% de taux de transformation rien qu'en changeant ce mot-là. D'où l'importance de pouvoir vraiment toujours mesurer et optimiser, parce qu'on sait que en première intention, on n'a pas toujours la vérité absolue sur ce qui marche ou sur ce qui ne marche pas. Alors, de manière assez pragmatique, on va vous proposer de réfléchir à comment construire sa stratégie en 7 étapes. La première étape répond à vos objectifs de KPI. KPI, indicateur clé de performance. On reprend souvent l'acronyme SMART pour dire en quoi doit être constitué un KPI. En gros, il doit être simple. Votre KPI, par exemple, ça peut être le nombre de pages vues par visiteur, ça peut être le nombre de visiteurs. Il doit être mesurable, donc il faut que vous ayez une plateforme type Google Analytics ou Matomo pour y répondre. Il doit être atteignable, c'est-à-dire que vous n'ayez pas mis en place des moyens totalement démesurés pour atteindre ces objectifs-là. Et il doit être également mesurable dans une période temporelle. Mesurer un taux de rebond tous les jours, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut plutôt le mesurer peut-être au trimestre, etc., etc. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, surtout, vos KPI, ils doivent s'intéresser aux 3 éléments, j'allais dire aux 4 éléments qu'Éléonore évoquait. Définissez vos KPI d'acquisition. En gros, c'est le nombre de mots-clés positionnés, le nombre de nouveaux visiteurs. Les KPI de transformation, quel est votre taux de rebond, le nombre de clics sur vos call to action, les fameux call to action, les fameux boutons. Et vos KPI en termes de fidélisation, combien de visiteurs récurrents vous avez, quel est le taux d'inscription sur vos réseaux sociaux, quel est votre taux de réachat, bref, tous ces éléments-là qui sont clés, parce qu'on sait bien que fidéliser un client coûte beaucoup moins cher que d'envoyer le logo. Et là, à titre d'exemple, vous trouverez un tableau de bord de suivi éditorial qui, vous voyez, vous donne par information des informations sur le nombre de trafic, le nombre de mots-clés positionnés, etc. Et ce sont des éléments qui sont hyper pratiques pour vous permettre de mesurer mois après mois l'évolution de votre plateforme, de votre propre plateforme. On vous donnera ensuite, dans le cours de cette présentation, un lien qui va vous permettre de télécharger tous les templates qu'on utilise pour nous et pour nos clients. Et donc, une fois que vous avez défini vos KPI, la deuxième étape, c'est d'adopter une démarche user-centric, donc orientée utilisateur. En fait, le travers qu'on trouve chez pas mal d'acteurs, c'est pas forcément de produire du contenu, mais c'est d'adresser vraiment ses cibles. Voilà, on tombe assez souvent sur des sujets de type j'étais présent à tel salon, j'ai une nouvelle offre, tel magazine parle de moi, etc. Et ce qui n'est pas forcément ce que viennent chercher en fait vos internautes. Donc, il faut vraiment se mettre en empathie avec eux et réussir à leur délivrer le contenu qui va vraiment les intéresser. Et c'est ce qu'évoquait Marie-Claire justement dans le webinaire sur la stratégie éditoriale. L'objectif ici, c'est de gagner la bataille de l'attention. Et en fait, pour y arriver, il faut être user-centric. Donc, typiquement... Oui, vas-y, dis-moi. Oui, pardon. Je me permettais juste un autre petit travers qui existe parfois aussi. On pense parler à ses cibles, mais on va employer un vocabulaire tellement technologique, complexe, touffu, que soi-même, on est le seul à maîtriser. Et c'est souvent aussi un des travers, c'est qu'on connaît tellement bien son produit et sa solution qu'on va aussi adopter un vocabulaire qui n'est pas celui de votre cible. Donc c'est là aussi, il va falloir faire une recherche sémantique, voire même sémiologique, pour être capable de comprendre ce dont ont besoin vos cibles et la manière dont eux s'expriment sur les moteurs de recherche. Complètement. Et Isabelle Kennivet, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, c'est voilà, une des papesses de l'écriture web. Et ben elle disait bon pour les lecteurs, bon pour les moteurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de ces sites qu'on trouvait au début des années 2000 qui chargeaient tout un tas de paquets de mots-clés en bas de leur page. Moi, en tout cas, je m'en rappelle, parce que j'étais quand même très déçue à l'époque quand j'arrivais sur ces sites-là en me rendant compte que finalement, je n'avais pas l'information que je voulais. Et fort heureusement pour nous, c'est une époque qui révolue aujourd'hui, et puis les moteurs de recherche ont évolué aussi, donc ils ne sont plus bernés par ce genre de pratiques, voire même ils peuvent les sanctionner. Donc c'est vraiment important d'écrire pour ses cibles et pas d'écrire pour des moteurs de recherche. Et donc, pour comprendre justement qui sont vos cibles et ce qu'ils recherchent, vous avez tout un tas de moyens à votre disposition. L'idéal étant de pouvoir croiser les données quantitatives avec des données qualitatives pour avoir une vision exhaustive, j'allais dire.
Donc, pour la donnée quantitative, le premier réflexe à avoir, et on en a déjà parlé il y a quelques instants, c'est d'aller sur vos plateformes analytics, parce que vos plateformes analytics, c'est une vraie mine d'or sur ce point, parce que vous allez savoir ce que consultent vraiment vos utilisateurs, quelle page ils consultent, vous allez savoir par quel canal il est arrivé sur votre site, sur quel device, est-ce que c'est un ordinateur, plutôt un mobile, etc. Et tout ça va vous aider à comprendre en fait vos internautes. Après, si vous n'avez pas de plateforme analytics, vous avez aussi d'autres moyens. Hein, c'est ce qu'on vous met ici. Vous pouvez faire des sondages ou des enquêtes. Vous pouvez questionner vos clients actuels. Vous pouvez faire de l'A/B testing sur votre site. Ou vous pouvez aussi utiliser des outils de recherche de mots-clés type SEMrush qu'on peut utiliser, qui vont vous donner en fait les mots-clés tapés par les internautes pour arriver sur votre site. Donc voilà, vous avez tout un panel qui va vous donner de la donnée quanti et du coup plutôt macro. Donc après, vous avez la donnée qualitative qui est bien à ajouter. Et donc là, vous pouvez faire des études ethnographiques, des focus group, des interviews clients. Ça, c'est pas mal pour avoir des insights en fait de la part de vos clients. Vous pouvez faire des personas. Donc nous, typiquement chez Adimeo, on le fait plutôt avec nos clients lors d'ateliers et on va le définir avec eux. Donc un persona étant en fait un archétype de vos cibles. Et une dernière chose aussi qui est très intéressante, c'est les tests utilisateurs. Donc là, généralement, on les fait plutôt quand on a déjà, j'allais dire, un rendu. Et en fait, on fait tester ce rendu par les utilisateurs. Et là, on va venir observer les comportements, les réactions. Et on va tout de suite savoir, en fait, si on a fait, j'allais dire, les choses bien ou pas. Il faut également que vous définissiez votre projet éditorial. Ce projet éditorial, vous êtes en capacité de l'affiner effectivement quand vous connaissez vos cibles et vous connaissez quels sont leurs freins, leurs attentes et leurs objections. Vous pouvez vous appuyer sur des outils existants qui vont un peu dresser une cartographie de quelles sont les typologies de contenu que vous allez proposer. Alors, il y a l'article de blog, il y a l'infographie, il y a la vidéo, il y a des questionnaires, il y a des quiz, il y a les fameux il y a les études. Chacun de ces éléments-là doit s'articuler dans le fameux funnel de vente ou funnel transactionnel depuis la découverte jusqu'à l'acte d'achat à proprement parler. Ça, c'est la typologie des contenus et en fonction de chaque typologie des contenus, ils vont plutôt être dans une logique d'entertainment, d'inspiration, d'éducation ou de conviction. Typiquement, quand on arrive tout à la fin du funnel de conversion, quand on a quelqu'un qui a déjà vu beaucoup de choses sur vous, les cas clients, les vidéos clients sont les éléments les plus marquants pour transformer. Et puis, vous allez vous questionner aussi sur quelles sont les thématiques de contenu que vous allez proposer. C'est là où souvent on va faire des mind maps par rapport à vos personas pour identifier quels sont les contenus qui sont essentiels, ceux qui leur tiennent le plus à cœur, ceux sur lesquels ils vont avoir vraiment besoin d'avoir des réponses précises. On va identifier plutôt des contenus de niche qui, eux, vont avoir un pouvoir transformateur très important, mais qui ne vont pas forcément concerner beaucoup de vos cibles. Et puis, vous allez vous questionner sur les contenus qui, eux, sont très concurrentiels, sur lesquels vous avez déjà beaucoup de concurrents qui sont positionnés. Et également, vous allez aussi identifier les fameux contenus à éviter, ceux qui peuvent être contre-productifs, ceux qui peuvent dégager une image qui ne correspond pas à celle dont vous avez besoin, etc. Donc ça, ces fameuses matrices de contenu, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir les construire. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un persona, et face au persona, on va mettre une matrice de contenu donné pour pouvoir identifier qu'est-ce que je dois écrire, comment je dois le publier, sous quel format, et à quel moment de mon fameux funnel de conversion. Magnifique transition sur l'étape suivante. L'étape suivante étant de construire son content journey. Donc, au même titre qu'on définit un parcours client ou un parcours utilisateur web, eh bien, on peut aussi définir un parcours de contenu. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, on va repartir des grandes étapes en fait qui composent le parcours client, hein, découverte, considération, décision. On aurait aussi pu rajouter fidélisation derrière tout ça. Et en fait, à chaque grande étape, on va venir détailler le comportement de l'utilisateur, ce qu'il recherche à ce moment-là et du coup, quel contenu lui proposer pour répondre à ses besoins. Donc, si on prend l'exemple de Grégoire, qui est responsable informatique, en phase de décision, donc c'est-à-dire quand il va avoir identifié sa problématique et qu'il va chercher la solution à son problème, il va par exemple découvrir la notion de low-code. Du coup, il va chercher des exemples d'utilisation et de déploiement pour mieux comprendre la notion. Et de façon assez logique, on se dit qu'en termes de contenu, on pourrait lui proposer un webinar sur le sujet. Donc, pour finir sur ce content journey, en fait, il faut bien garder en tête une chose, c'est qu'il faut définir son persona avant. En fait, c'est deux éléments qui sont complètement liés, c'est ce que disait Marine juste avant, et c'est parce que vous allez vous mettre en empathie et faire un persona que vous allez être en mesure de définir le parcours de contenu. Vous allez aussi avoir besoin de formaliser votre charte éditoriale.
Cette charte éditoriale, c'est le pilier indispensable pour vous permettre d'homogénéiser vos contributions. Imaginez, vous avez une ambition de production de contenu de 50 contenus par mois, par trimestre, que sais-je. Vous n'allez pas pouvoir le faire tout seul. Vous allez devoir faire appel à des rédacteurs externes, peut-être, qui vont avoir besoin d'avoir un socle sur lequel se reposer. Vous allez peut-être avoir besoin de faire appel à des rédacteurs en interne, des gens qui disposent de l'expertise suffisante. Et pour ces gens-là, il va falloir leur donner des guidelines sur comment est-ce qu'ils doivent écrire, avec quel tone of voice, pour quelle cible. Bref, c'est ce qui vous permet de cadrer et également de définir toutes les thématiques à aborder. Vous savez, le fameux radar que je vous montrais quelques slides au préalable, quels sont les sujets, les fameux pillar subjects qu'on utilise dans le jargon inbound, qui vont vous permettre ensuite, j'allais dire, de tisser votre toile avec tous les contenus et tout l'écosystème sémantique rattaché. Ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que, en fait, si je parle de voiture, on va pouvoir parler d'auto, je vais pouvoir parler de BMW, je vais pouvoir parler de roue de voiture, je vais pouvoir parler d'entretien. Et dans une thématique voiture donnée, je vais décliner un peu au fur et à mesure tous les sujets qui s'y rattachent pour mailler le plus finement possible une thématique et avoir un pouvoir d'attraction encore plus fort sur les moteurs de recherche. Et dans cette charte, bien évidemment, vous aurez présenté vos cibles et, sujet extrêmement important, vos règles rédactionnelles. Et on va y venir un tout petit peu plus tard. Et ensuite, il faut définir son planning éditorial. Donc ça aussi, hein, c'est comme la charte édito, c'est un des piliers. Il faut vraiment le voir comme une colonne vertébrale, hein, le planning éditorial. C'est ce qui va vraiment faire tenir debout votre stratégie parce que ça va vous permettre plein de choses. Ça va vous permettre de varier vos contenus pour pas lasser vos utilisateurs, voire même de les faire revenir, hein, cette fidélisation dont on parlait tout à l'heure. Ça va aussi vous permettre d'anticiper la diffusion de votre contenu. Alors, en identifiant, par exemple, voilà, des marronniers ou des événements de votre entreprise ou en programmant, dans certains cas, des campagnes même promotionnelles sur vos contenus ou des posts organiques sur les réseaux sociaux. Un point important aussi, c'est que le planning, il va vous aider à tenir le rythme et à pas vous essouffler. On peut se dire assez facilement qu'on va se trouver du temps, qu'on va faire ça régulièrement, etc. Et on se rend tous compte que généralement, si on ne se fixe pas un objectif, derrière, on n'arrive pas à le tenir, on a des choses plus urgentes à faire, etc. Donc, voilà, au moins le fait d'avoir un planning édito, ça vous, entre guillemets, ça vous impose un rythme à tenir. D'autres éléments qui vont être importants aussi dans ce planning édito, c'est de pouvoir identifier des responsables et puis de mettre en place un comité éditorial aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle la gouvernance éditoriale. C'est important parce que ça va vous aider, ça va faciliter en fait la production de contenu. Vous allez pouvoir réunir tout le monde autour de la table, faire valider les sujets, les dates de publication, potentiellement faire des briefs pour les rédacteurs. Donc c'est une vraie aide. Et enfin, le dernier point, c'est que le planning éditorial vous permet aussi d'identifier, j'allais dire, des moments de creux, c'est-à-dire des moments où vous n'avez pas forcément de sujet pertinent à produire. Et dans ce genre de moment, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir recycler vos contenus, donc c'est-à-dire optimiser les articles que vous avez déjà aujourd'hui. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ces articles-là sont déjà référencés sur les moteurs de recherche. Donc, en les mettant à jour, en fait, vous n'allez faire qu'optimiser cet article d'un point de vue SEO. Donc, c'est très bien comme pratique. En étape 7, mais ça pourrait être aussi l'étape qui précède l'étape qu'Éléonore vient de vous dire, c'est confirmer les bons mots-clés SEO. Souvent, les questions qu'on nous pose, c'est mais comment je fais pour trouver des idées de contenu? Trouver des idées de contenu, il y a plein de façons différentes. Il y a aller chercher sur Google Trends pour voir quels sont les mots-clés d'avance. Ou il y a une autre solution aussi, c'est de voir ce que font vos concurrents, sur quels mots-clés eux-mêmes sont déjà positionnés. Et vous allez vous rendre compte que vous avez parfois un chevauchement sémantique qui n'est pas toujours le même. Quand on parle d'auto, peut-être que votre concurrent, ils vont en parler sous forme de véhicule. Là, ça va vous donner des idées. Donc, c'est vrai que ce qui est important dans ces moments-là, c'est de choisir les bons mots-clés. La règle de base, c'est toujours j'ai un contenu, un mot-clé que j'adresse. Ne cherchez pas pour un contenu donné d'adresser plusieurs mots-clés, ça ne marchera pas. Les grandes règles pour trouver le bon mot-clé, c'est il est populaire. Il est populaire, mais il est aussi utilisé par votre cible. Vous pourrez avoir un mot-clé qui est en top des Google Trends, mais qui n'est absolument pas utilisé par votre cible, donc ça ne vous concerne pas. Il est opportun pour votre cible en question, pour le moment d'achat, de conviction, de transformation que vous cherchez. Il est également faisable en termes de concurrence. Les mots-clés qui sont les plus concurrentiels aujourd'hui, c'est par exemple le mot-clé assurance.
je ne sais pas quel est son trend aujourd'hui, mais il doit peut-être être à 3 ou 4 € le clic. Et vous imaginez bien que sur ce mot-clé-là, toutes les compagnies d'assurance de France et de Navarre font des efforts considérables. Et c'est là où, de manière assez importante, il faut prioriser vos mots-clés en fonction de votre potentiel d'adresser le mot-clé donné. Le quatrième élément, c'est que c'est un mot-clé qui convertit. Alors, ça va dépendre un petit peu de dans quelle phase du tunnel de transformation vous êtes, mais entre, par exemple, chaussures roses ou le mot-clé acheter des chaussures roses, vous vous rendez compte que l'intention derrière n'est pas forcément la même. Je recherche peut-être des chaussures roses pour avoir des idées, voilà. En revanche, si je cherche acheter des chaussures roses, je suis bien dans un processus d'achat. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce mot-clé est posé de plusieurs termes. Ça, c'est extrêmement important pour vous parce que ce dont on se rend compte, je vous mets ici un petit schéma, c'est que plus votre mot-clé est composé de plusieurs termes, plus d'une part il va être facile et plus potentiellement il va convertir. Parce que vous êtes dans une recherche la plus affinée possible. Je prends un exemple, je tape le mot-clé assurance ou le mot-clé assurance scooter 2 roues. Bien évidemment, là, je vais avoir une plus forte probabilité de conversion parce que la réponse que je vais adresser sur assurance 2 roues va être plus précise que juste sur le mot-clé assurance. Il va prendre aussi en compte toutes les variations de la racinisation qu'on appelle de cette manière-là, entre achat, acheter, chaussures, se chausser, magasin de chaussures, etc. Et puis, idéalement, ce mot-clé, il va changer en fonction du terminal. Je fais souvent le parallèle entre quelqu'un qui est en plongée avec bouteille et quelqu'un qui est en plongée sans bouteille. Mais quand vous êtes sur votre terminal mobile, vous n'avez pas de bouteille, vous êtes dans une rapidité extrême. Vous allez taper des mots-clés qui vont pas du tout être les mêmes que si vous êtes sur un environnement desktop. Donc ça, bien évidemment, ça va avoir un impact sur la manière dont vous allez vous positionner sur les mots-clés que vous aurez choisis. Éléonore, je crois que c'est à ce moment-là que tu dois lancer le call to action. Exactement. En gros, ce qu'on vous propose là, c'est de télécharger le kit de rédaction des contenus web qui contient un petit peu beaucoup des éléments qu'on vous a indiqués juste au-dessus, la charte éditoriale, de KPI, etc. etc. Nous, c'est des outils qu'on utilise tous les jours avec nos clients et j'espère que ça va vous permettre. Alors. Je vous ai perdu un instant, j'ai eu une coupure de connexion. Voilà. Et enfin, on va finir sur la dernière partie qui est n'oubliez pas de bien écrire. C'est un enjeu fondamental pour plusieurs raisons. Parce que vos internautes ne lisent pas forcément bien, lisent un mot sur X, lisent en diagonale. Et Léonore, je crois que tu as récemment publié sur notre blog un article qui est très intéressant à ce sujet sur la manière dont les internautes lisent le contenu web. On va pouvoir dans le chat, vous pourrez aller le voir. Mais en gros, l'une des premières règles, c'est la règle de la pyramide inversée. Totalement à l'inverse de ce qu'ils pratiquent dans l'écriture journalistique traditionnelle. Le titre en lui-même doit être le plus explicite possible, avec un message intelligible. Une page égale un sujet, une idée égale un paragraphe. Et la pyramide inversée, c'est que vous prenez le sujet de manière la plus macro possible, et c'est au fur et à mesure que vous allez en raffiner la compréhension. Il y a une autre technique aussi qui est assez connue, c'est celle des 5 W de H4C. Donc, typiquement, les 5 W, on essaye de le mettre plutôt au début des pages, donc soit en chapeau, soit en introduction. En fait, le début de l'article, il est particulièrement important parce que c'est ce qui va permettre à vos lecteurs de comprendre dès les premiers mots si l'article va répondre à leurs problématiques. Et puis, c'est ce qui va poser le cadre aussi de votre article. Donc, c'est ce qui va vraiment engager le lecteur dans la suite de sa lecture. Et pour les 4C, il faut le voir un peu comme une checklist. Donc, est-ce que mon article, il est ciblé? Donc, un sujet qui va les intéresser, un vocabulaire qui va être adapté. Est-ce que mon article, il est concis? Donc, par concis, on ne parle pas forcément de longueur à proprement parler, mais d'aller à l'essentiel. Et pour le coup, ça dépend aussi de votre style éditorial. Ensuite, vous pouvez aussi vous demander, est-ce que mon article il est captivant? Donc, autrement dit, est-ce que j'ai du relief dans mon article? Est-ce que j'ai bien des titres, un chapeau, des mots qui sont en gras? Tout ça, c'est des choses qui vont en fait simplifier l'expérience de vos utilisateurs. Parce qu'effectivement, un utilisateur qui va taper un mot-clé dans Google et qui va
arriver sur votre page, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de chercher le mot-clé qu'il a tapé sur votre page. Donc, si vous ne l'aidez pas à trouver facilement, finalement, vous avez aussi un risque que cette personne ne lise pas votre article. Et la dernière question à se poser, c'est est-ce que mon article il est crédible? Donc crédible, c'est-à-dire est-ce que moi, en tant qu'acteur, je suis crédible sur ce sujet? Et puis aussi, est-ce que je raconte c'est crédible? Donc, pouvoir donner des chiffres clés, des études, sans pour autant noyer le lecteur, mais voilà, apporter de la crédibilité à ce que vous racontez. Beaucoup de recommandations éditoriales indispensables. C'est simple à mettre en œuvre et ça vous fera gagner beaucoup. L'aération des contenus. Ne balancez pas des paragraphes de plusieurs lignes indigestes, intelligibles, sur lesquels j'ai pas de mise en gras, sur lesquels j'ai pas de liste à puces. Tout ça pourquoi? Parce que votre lecteur sur Internet ne lit votre contenu. Et puis surtout parce que vous devez accrocher votre regard, accrocher son regard. À tout moment, il est potentiellement en train de regarder la télé, il est potentiellement sur son canapé en train de regarder autre chose sur sa tablette. Il faut capter son regard et pouvoir à chaque fois lui dire « Attention, reviens me voir parce que j'ai quelque chose d'intéressant à te proposer ». Il faut que vous donniez une structure logique à votre texte, que vous ayez une narration chronologique, dialectique, peu importe, soyez le plus logique, synthétique et organisé dans la réflexion que vous proposez. Travaillez à fond le maillage interne. Le maillage interne, c'est les liens internes que vous proposez dans le corps de votre article. C'est ce qui va donner de la puissance à votre contenu en termes de référencement, c'est extrêmement important pour Google, mais c'est ce qui va donner aussi de la pertinence à votre internaute. Il va se dire, chouette, je peux approfondir, je peux enrichir ma connaissance. Et puis, bien évidemment, disposer de manière harmonieuse, pas trop intrusive, les fameux call to action, qui va vous emmener peut-être vers le téléchargement d'un livre blanc, peut-être vers un formulaire de contact. Et faites toujours bien attention à travailler le wording de ces CTA, en travaillant notamment ce qu'on appelle le copywriting, comment rendre les contenus les plus agréables possibles, les plus stimulants et les plus attractifs. Ça, ce sont des éléments qui sont essentiels et qui vont vous permettre de gagner beaucoup dans la transformation de vos utilisateurs. Et un autre point, effectivement, c'est de soigner votre style. Dans une logique d'engagement, c'est important. La rédaction sur le web, on a même démarré ce webinaire en parlant. La rédaction sur le web, elle est spécifique. On ne rédige pas pareil sur le web que sur un journal papier. Donc, la rédaction web, elle passe par plusieurs choses. On utilise des phrases généralement qui sont courtes. On utilise le présent. On évite tout ce qui est auxiliaire être et avoir pour garder une posture active. On évite le jargon métier ou le langage administratif, les acronymes, ou alors faut les expliciter. Et enfin, on simplifie son écriture. Donc, simplifier son écriture, ça passe par de la lisibilité, la grammaire et l'orthographe. Et là, on vous a mis un exemple d'outil qui est Readable, qui justement vous aide en fait à traquer tous ces pièges, toutes ces erreurs. Donc, il y a d'autres outils sur le marché, mais en l'occurrence, Readable fonctionne assez bien et il est assez abordable. Donc, c'est pour ça qu'on vous l'a cité. Et enfin, travaillez votre storytelling. Storytelling, copywriting, on a plein de façons de l'appeler. Faut que vous emmeniez le lecteur dans une histoire où il y a des conflits, des actions, du rythme. On utilise souvent la méthode qu'on appelle AIDA. AIDA, vous pourrez chercher sur Google, je crois qu'on a quelques articles qu'on pourrait vous envoyer là-dessus. C'est attirer, intéresser. Le D, j'ai oublié l'acronyme, je sais pas si tu l'as en main, Éléonore. Et le Bref, je vous redirai l'acronyme en question, mais cette méthodologie AIDA est hyper intéressante pour captiver, entretenir le storytelling de l'utilisateur en justement se mettant à la place de lui et en répondant à ses interrogations premières. Donc, vous pouvez notamment utiliser, pourquoi pas, des logiques de confidence. Typiquement, ce qu'on vous raconte aujourd'hui sur nos expériences personnelles en tant que prestataire de service, on va également tâcher de les raconter dans les histoires qu'on met sur notre blog. Bref, ce storytelling est essentiel pour faire venir vos internautes et surtout les faire rester. Voilà pour ce webinaire. Merci à tous de votre participation. On est toujours très heureux de partager avec vous tous ces conseils et recommandations. On espère bien évidemment pouvoir un jour les mettre en pratique avec vous. Et puis, on vous invite dans la droite ligne de ce qu'on s'est dit là, le 19 novembre prochain, pour un webinaire plus dédié à l'inbound marketing, donc comment faire de votre site internet une machine à lead, et le 3 décembre, sur comment construire votre stratégie digitale B2B, chose en ces temps particuliers troublés de Covid, qui est de plus en plus important, j'imagine, pour vous. Donc, on va laisser la place maintenant aux questions. Je vois qu'il y en a eu beaucoup dans le chat. Alors, je m'excuse d'avance, on n'a pas pu... Merci, Johanna, pour le D pour désir, pardon.
On n'a pas pu y répondre pour l'instant, mais je vais reprendre le fil du chat pour pouvoir y répondre. Alors. Ah, bonjour Simona. Marie, vous posiez la question, on est d'accord que le contenu importe plus que les tags. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. La notion de tag en tant que telle est une notion qui est tout à fait éculée aujourd'hui dans l'analyse des moteurs de recherche. Le seul intérêt qu'ont les tags, c'est le maillage interne qu'ils vont apporter. C'est-à-dire que depuis un tag donné, je vais pouvoir rediriger vers plein d'autres articles. Voilà. Alors Alexandre, toutes les plateformes sont-elles équivalentes en termes de possibilités de contenu? Alors Alexandre, non, bien sûr que non. Si vous posez la question de la plateforme technique derrière, il y a bien évidemment des plateformes qui sont totalement différentes dans leur capacité à la fois en termes de production de contenu, en termes de référencement, en termes de maillage, etc. Ça serait beaucoup trop long de vous donner une réponse détaillée sur quelle est la plateforme plus adaptée qu'une autre. Même chose, je vous renvoie à un webinar qu'on a aussi sur notre site qui traite de comment choisir la meilleure solution technique pour votre projet. Comment fait-on une recherche sémiologique sur les segments de nos cibles? Alors ça, Alexandre, je pense que vous aviez posé la question juste avant qu'Éléonore n'y réponde. On va essentiellement travailler une analyse qualitative sur nos cibles. Donc les fameux personas, interviews, questionnaires, entretiens qui vont pouvoir être menés. Alexandre, vous indiquiez, Analytics ne donne rien sur les clients potentiels. Oui, tout à fait. Alors, vous avez tout à fait, Alexandre, raison, Alexandre, vous soulevez là un point qui est essentiel, c'est que parfois, quand on fait une analyse, un audit d'un site existant, on analyse forcément ceux qui sont venus et pas ceux qui peut-être pourraient être intéressants mais qui ne sont pas venus. Donc il faut éviter le biais de dire cette page-là est la plus vue, donc elle fonctionne. Non, peut-être que cette page-là ne fonctionne que parce que effectivement c'était la seule qui était disponible pour un public d'internautes donné. Donc il faut éviter parfois ce biais qui est là. Alors je repasse les questions. Alexandre, les grandes marques sont des modèles de brand content, bien sûr. Les grandes marques, alors le webinaire de Marie-Claire de la semaine a donné quelques exemples, mais vous avez Michelin, vous avez la fameuse boisson énergisante Red Bull, qui est un hyper classique dans son genre. Éléonore, je pense que toi, tu avais fait quelques études là-dessus, il y en a d'autres. Hein, mais... Oui, il y en a plein d'autres. Alors après, c'est vrai que tout dépend des grandes marques qu'on évoque, mais en tout cas, là où elles sont des modèles, c'est dans le contenu qu'elles proposent dans les sujets, mais aussi dans les formats. Ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que dans l'ancien webinaire, le dernier webinaire sur la stratégie éditoriale, c'est les exemples qu'on montrait, c'est-à-dire une bonne stratégie de contenu, c'est aussi trouver le bon format pour le bon sujet. Et typiquement, pendant le confinement, on l'a vu, toutes ces vidéos de cuisine à la maison, en live, etc., qui se sont développées un petit peu dans tous les sens, tous les cours de sport, etc., qu'on pouvait visionner via une application ou sur sa télé. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui sont assez bonnes en brand content. Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes vos questions. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont en cours d'écriture. Si, Marie, vous posiez une question sur le funnel. Le funnel, on peut l'appeler le tunnel. C'est en fait, je vous invite d'ailleurs par exemple à venir le 19 novembre prochain, on l'abordera plus en détail, mais c'est toutes les étapes par lesquelles un utilisateur passe depuis je vais y arriver, Éléonore et moi, depuis l'émission d'un besoin, voilà, sans qu'il ait forcément identifié la solution, la découverte, merci. Depuis la découverte de son problème, avec ses propres mots-clés à lui, jusqu'à ce qu'il fasse des recherches, jusqu'à ce qu'il considère différentes solutions, jusqu'à ce qu'il se décide à opter pour l'une des solutions. Le fameux funnel que vous voyez souvent sous forme de pyramide inversée. Voilà. Alors, Gildas. La balise meta-keyword est-elle encore utile sur les pages web? Non, Gildas. Alors, on le fait toujours par défaut, mais dans les dernières analyses des algorithmes Google, ça n'a quasiment plus aucune utilité. Alors, Agnès, vous évoquez, on écrit en priorité pour ces cibles, mais ne faut-il pas passer des mots-clés à des endroits stratégiques pour le référencement par les moteurs? Alors oui, Agnès, vous avez raison. Les mots-clés prioritaires doivent être placés effectivement au début de votre contenu, doivent être placés dans le titre, doivent être placés dans l'URL. Vos mots-clés prioritaires, ils doivent être en gras. La balise strong est identifiée par Google comme étant prioritaire. Doivent être positionnés dans les liens internes. Donc oui, vous devez les employer à des endroits stratégiques pour qu'ils soient surpondérés par l'algorithme de Google dans leur indexation. Mais
alors aussi un autre élément qui est important, il ne faut pas non plus trop en faire. La bonne densité d'un mot-clé, c'est de l'ordre de 2,5 à 5%. C'est-à-dire sur 100 mots, votre mot-clé doit être positionné 2,5 à 5 fois. Et encore une fois, il faut aussi utiliser tout l'environnement sémotique de votre mot-clé pour aussi lui donner plus de force. Voilà, si je réponds à votre question. Alors, Marie, c'est une bonne question. Si on a un site avec un vocabulaire par essence technique, l'emploi d'un lexique permet-il de récupérer des internautes? En fait, votre question, pour moi, est un tout petit peu inversée. Là, vous posez la question en étant vous-même le producteur d'informations, c'est-à-dire que c'est vous-même qui employez les mots-clés techniques. Mais est-ce que vous vous êtes assuré au préalable que vos cibles utilisent ces mots-clés techniques en tant que tels? Alors, la réponse, elle est soit oui, soit non. Mais si elle est oui, dans ce cas-là, je vais poursuivre l'analyse du mot-clé, oui pour partie. Dans ce cas-là, il va falloir que ce mot-clé technique-là, il soit aussi suffisamment utilisé dans des pages dédiées. C'est-à-dire que vous avez un mot-clé technique, je sais pas, moi je pourrais parler donnez-moi un exemple de mot-clé, Marie, ça va m'aider. Prendre un mot-clé dans notre question, il va falloir que vous créiez une page ordinateur quantique. Super, super exemple de mot-clé, merci. Votre page, un mot-clé qui est ordinateur quantique. Vous allez produire un contenu sur ordinateur quantique. Mais le problème, c'est que ce contenu-là, s'il se balade dans votre site au milieu de plein d'autres techniques qui n'ont aucun rapprochement avec celui-là, il ne va pas être identifié. Donc l'important, ça va être d'avoir une page qui cible ordinateur quantique, et puis ça va être de mailler ce contenu ordinateur quantique avec plein d'autres contenus qui sont englobés dans la même thématique. Ordinateur quantique, je pourrais dire, je sais pas moi, intelligence artificielle, je pourrais dire, bref, il faut identifier la thématique phare à partir de laquelle vont graviter toutes les terminologies technologiques qui vont être utilisées. Ah, le maillage est déjà en place, bon, ben tant mieux. Et pour répondre à votre question sur le lexique, un lexique, ça va être une page. Le problème du lexique, en fait, c'est que sur une page donnée, vous allez avoir plein de termes. Ah, oui, alors là, dans la connaissance utilisateur, bien sûr. Je croyais que vous me posiez la question dans le contexte de, effectivement, est-ce que le lexique est utile pour les moteurs de recherche? Le lexique est bien évidemment utile pour vos internautes, bien sûr. Donc, ça répond, voilà, ça répond à une question de vos personas. Voilà, bon, Marie, je suis navrée, hein, la question est sans doute, je pense, un petit peu trop complexe pour être traitée dans le cadre d'un webinaire à proprement parler, mais en tout cas, la solution lexique est un sujet intéressant et nécessaire. Voilà, merci à tous pour votre participation. On va vous envoyer juste après ce webinaire un petit questionnaire, un fameux Net Promoter Score. N'hésitez pas à y répondre. Encore une fois, ça nous aide à nous améliorer. Et si vous avez des suggestions de sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde prochainement, n'hésitez pas non plus. Voilà. Un grand merci à tous et à très vite, j'espère. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.